Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu en Haïti ce samedi 1er juillet 2023. L'objectif de sa visite est de s'enquérir de l'état de la situation sociopolitique actuelle dans le pays afin de présenter un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement doit tenir compte de la fluctuation des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale pour réguler le marché local, selon le syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Il a fait remarquer du même coup que le prix du baril de pétrole est passé de 87 à 68 $ ces derniers jours. Les décaissements annuels de la Banque mondiale pour Haïti se sont effondrés cette année. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle sur la performance du portefeuille de projets financés par l'institution tenue au début de cette semaine. Comme annoncé en titre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est attendu en Haïti ce samedi 1er juillet 2023. Le numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a toujours réclamé l'envoi d'une force en Haïti pour lutter contre les regroupements criminels dans le pays. Toujours dans le cadre de la visite du diplomate Antonio Guterres en Haïti, l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis apporte des précisions. Selon lui, il croit que la situation est catastrophique et chaotique face à la communauté internationale, mais Antonio Guterres vient pour s'informer par lui-même sur la situation du pays avant de faire son rapport au Conseil de sécurité. C'est ce qu'a fait savoir le diplomate de carrière et avocat Pierre-Antoine Louis. L'expert en relations internationales explique que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'est qu'une autorité morale sans pouvoir sur les membres du Conseil de sécurité. Dossier coopération. Les décaissements annuels de la Banque mondiale pour Haïti se sont effondrés cette année. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle sur la performance du portefeuille de projets financés par l'institution tenue le 28 juin 2023. Selon la Banque mondiale, le contexte sécuritaire, l'instabilité économique, la crise sociopolitique, la réticence des entreprises étrangères à venir travailler en Haïti, les limitations du système bancaire du pays, l'inflation, la rareté des produits pétroliers sont parmi les éléments perturbateurs qui, notamment, ont provoqué un allongement des délais d'exécution. Dossier carburant. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches dénonce le gouvernement haïtien qui refuse de répercuter la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché international. Selon lui, il y a actuellement une fluctuation des prix sur le marché international. Le prix du baril de pétrole est passé de 87 à 68 $ depuis la forte hausse des prix du carburant. Jacques Anderson Desroches plaide pour que le gallon de gasoline passe de 570 à 470 gourdes sur le marché local. Il critique notamment la complicité entre les compagnies pétrolières et l'État pour accentuer la paupérisation de la population. Il a vu pour preuve la fin des réclamations des compagnies pétrolières relatives à l'achat de dollars. Je dis à mon gars, bon laxisme, bon désengagement au niveau de la société. Si il y a une mobilisation citoyenne en Haïti, dans le jour ça cap venir, Ariel Henry a mis pantalon dans cette île. Ça là, c'est complaisance, c'est complicité. Élite intellectuelle là, élite économique là, avec des gens qui sont dans la société civile là, pas comprendre la nécessité pour nous réorganiser ou bien pour nous sauver la face. Ou ça là, c'est complicité majorité intellectuelle. Ce n'est pas Ariel Henry qui va faire salver, c'est parce que nous quittons le faire salver. Et si nous ne pas Ariel Henry faire salver, dès matin, la ranger cette île dans le pantalon. Parce que c'est marché, ils ont un terrain libre. Donc, comment on est le Premier ministre l'a dirigé, il fait salver le bon matin. Terrain libre, non, même. Moi, comme acteur. Parce que, on va parler de programme, nous nous mais qui phase qui dépend de nous. Nous exigeons une enquête. Même si c'est 25 à 30%, nous avons dit collecté, pour nous dire l'État, où nous devons démarrer le programme, ou dire comme dans le budget, eh bien, mais enquête là, il ban 40 000 ou bien 30 000 machines réelles qui sous pays. Qui assurance que nous gagnons? Il y a dans telle zone, il y a dans telle zone, il y a dans tel circuit, mais qui machine, mais qui quantité de machines qui boule gasoline, mais quantité de boule diesel pour implémenter le programme qu'on fait pays à promesse. Est-ce que nous tenir compte de
discours ça qui tournait à chaque fois par $1 pour importer gaz, etc. Et que capable bien, et, comme la disponible dans le budget, etc. Mais les importateurs disent crise dollar, etc. On devine là de ça, c'est une mafia. Pour ça, chaque jour, j'utilise le thème, ça, chaque interview, nous avons une mafia. Nous avons ces gaz-là. Pas quel marché plus important passer dans Haïti. C'est le plus gros marché qui va plus comme. Bon mafia là-dedans. Qui est-ce qui met pour gasoline? Qui est-ce qui met compagnie gazoline? Banque centrale dit qu'on couloir pour monsieur acheter dollars à travers le ministère de l'économie et des finances. Mais qui est-ce qui met compagnie gazoline? Cap Invest pour qui banque liée. Faut pas on t'a gagné. Son pays nous depuis nous arrête nous toute radio. Faut défendre nous était d'autres pour nous allons brut nous. Qui fait quoi? Qui est-ce qui est responsable mal de nous? Je dis à qui est-ce qui doit acheter gaz? Qui est-ce qui achète gaz? Comment le gaz l'acheter? Je dis à baril la vendre $68 sur le marché international. Il sorti de 87 à 68. Entre moi avant, on fait une analyse. On dit nous pas trop savés, nous pas économistes. Même pas 15 ans dans le dossier gaz. Pour me parler de gaz, je dis à ma compte, ça m'a dit. Pour que ça l'État pas fait application, loi 9 passée dans 195 là. Parce qu'il a perdu le contrôle marché. Donc, variation de prix. Variation de prix. L'État doit adapter déjà. On dit jeudi de 87 à 68, ça baille $21. On dit sous montant, ça baille plus que 20%. Ça dit plus que 20% sous 570 gouttes. Donc, c'est un gaz qui t'a devant 400 combien de gouttes. Ça veut dire, moi, à coup de petite machine, si nous avons 2000 gouttes de nous devons faire 5 gallons. Pour que ça, l'État parle l'application ça. Et pour que ça va attendre, monsieur, secteur privé qu'on a plein pour cob, il va pas faire cob. Il va pas faire commande, semaine ça va plein. C'est parce que, bœuf la baille, même si la population n'a pas encore, c'est sans liab bois, et bien, nous collecteurs, nous avons chali mobilette. Nous avons nécessité comme acteur. Et nous capteurs de là, les amis qui sont internationaux, les amis au niveau national, capteurs de nous avons nécessité pour payer à organiser. Nous avons nécessité dans le dossier, je parler là pour nous rejoindre. Pour que ça, nous ne font combien ensemble, pour nous dire tout acteur dans la société civile, la capteur de matin, d'ici lundi, compétition avec le gouvernement. Bon raid national qui prend pour dire application loi 9 passée dans 195 là, qui va avoir des répercussions directes sur la population. Je vais dire là, je vais faire conférence de presse, je vais parler dans la radio, je vais lancer grève, je vais lancer des mouvements. Il y a des gens qui participent, mais il y a des gens qui sont très critiques. On dit, nous faisons un appel solennel le matin. Tout acteur qui a gardé le capteur de matin. D'ici lundi, on dit le gouvernement applique le texte de loi qui est sur le marché pétrole là. L'invité de l'édition d'information de Metro News d'aujourd'hui, c'est Charlot Jacquelin Junior. Charlot Jacquelin Junior est le président du parti politique Héritage 1804. Héritage 1804 vient d'être lancé, en tout cas le parti, il y a de cela quelques jours. Voilà, moins d'une semaine vraiment. Et pour en parler avec vous, Charlot Jacquelin Junior, on va parler aussi de quelques points de l'actualité avec le président du parti Héritage 1804. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Charlot Jacquelin Junior sur Métropole. Et bonsoir Jean-Jules. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette édition de nouvelles. Et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télémétropole. Donc rapidement, et pourquoi un nouveau parti politique dans tout ça que nous connaissons déjà, plus d'une cinquantaine, mais au même qui ont pratique politique, ont lancé Héritage 1804. Pourquoi? Bon, si on regarde la question des partis politiques en Haïti, sur le nombre et le chiffre, il y a beaucoup trop de partis politiques en Haïti. Mais si on voit la question dans l'ordre de l'organisation interne, dans l'ordre de la démocratie interne, etc., on pense qu'en Haïti, il y a vraiment très peu de partis politiques. Qui ça nous offre comme originalité, comme Héritage 1804, c'est un jeune parti. Vous venez de le dire. C'est-à-dire le 22 juin, nous lançons le parti officiellement. Maintenant, nous nous donnons pour perspective de moderniser ce parti et à la limite de moderniser le leadership politique haïtien. Donc parce que vous connaissez qu'un parti politique ou bien un acteur politique ou c'est animateur de la vie politique au même titre que les autres partis et acteurs politiques qui sont sur la scène politique. Donc du coup, nous-mêmes au niveau de l'héritage, nous avons dressé, un bilan calamiteux de la vie politique en Haïti et nous nous sommes dit c'est le moment de créer quelque chose de nouvel, non pas un parti de plus ou un parti de trop, mais le parti qui va en fait encourager les autres
à emboîter le pas sur le chemin de la modernité politique. Je reprends la question au-delà du nombre, c'est-à-dire si il y a 50, qu'on a 51, qui ça au monde peut-être à trouver à l'intérieur de Héritage 1804, que peut-être il ne pas trouver dans notre parti, parce qu'on connaît chaque parti politique, sa mission première, son objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Donc, la première chose, c'est que nous sommes sur un chemin. Donc, c'est même gentil, monde qui gagne 1 an, 2 ans, tu ne peux pas imaginer à l'avance les promesses que cet enfant-là porte en lui. Donc, il faut qu'on quitte Timouna, atteigne l'âge de sa puberté, l'âge de sa majorité, ensuite son âge adulte, et pour dire, voilà, l'enfant qu'on a eu il y a 30 ans, 40 ans de cela, il est devenu cet homme, cette femme, etc. Donc, Héritage, c'est un enfant. Donc, c'est un enfant plein de promesses par rapport, justement, à l'idéal qui a enfanté cet enfant. Maintenant, nous sommes extrêmement jeunes, donc c'est un bébé. Donc, nous nous donnons pour mission de dérouler calmement, sereinement notre démarche, de telle sorte que le public, la population haïtienne, arrive à un moment de la durée à apprécier justement ce qui fait de nous un parti différent des autres partis, ce qui constitue par rapport à nous la ligne de démarcation par rapport aux autres. Ou tu es toujours dans la politique, et Charles Jacquelin Junior, je dis, ça va passer dans le pays, que ce soit les capacités pour certains des acteurs à s'entendre, à s'unir. Nous gagnons pour preuve le sommet interhaïtien à la Jamaïque. Qui regarde pour gagner sur tout dialogue du sourd, c'est là, qu'a fait dans le pays. Bon, la première chose, c'est que les acteurs politiques haïtiens, à travers toute l'histoire, il ne s'agit pas de cette génération elle-même, à travers toute l'histoire de ce pays, les acteurs politiques haïtiens ne sont jamais des acteurs sincères et francs. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ce dialogue de sourds, cette tendance à une forme de discussion d'accord, mais qui n'en est pas un. Donc, nous avons aujourd'hui le même cas de figure. Donc, moi, je crois que, à la limite, nous avons peut-être pensé que je dis à mon plus éclairé, plus moderne, plus conscient, ils ont visité dans l'autre pays, ils ont un pile là-dedans qui étudie ailleurs. Donc, on a peut-être dit, bon, ça, c'est une génération plus apte à donner la modernité politique. Malheureusement, nous sommes empêtrés dans les mêmes pratiques. Donc de Cuba, de combines, de politica, et non d'hommes et de femmes d'État. Vous avez l'impression, comme certains analystes et experts en relations internationales, en politique d'Ili, c'est l'international qui, une fois de plus, pourra imposer une solution à payer puisque les acteurs sont incapables, et puis on entend mieux, même il y a analystes et experts en politique et relations internationales qui traitent de mineurs sur le plan politique. Bon, bien sûr, nous avons des acteurs et des femmes, en fait des acteurs et actrices politiques en Haïti, c'est des acteurs mineurs. Puisque être un acteur majeur, ce n'est pas le nombre d'âge qui le fait, c'est la posture qu'on a sur la scène politique, c'est le comportement qu'on a sur la scène politique. Or, quand on voit les acteurs politiques depuis 1986, et même avant, parce qu'il ne faut jamais oublier les circonstances qui ont favorisé l'émergence de François Duvalier au pouvoir en Haïti, en 1957. Ça a été un contexte presque similaire au contexte actuel. Donc, on a eu différents gouvernements de transition, etc. Et il y a un candidat à la présidence, Daniel Fignolet, qui disait à ce moment-là, dans 11 candidats à la présidence qui viennent dans le pays, il y a 4 candidats majeurs et les autres candidats sont des candidats mineurs. Et Duvalier et Desjoie, ils se sont entendus, à la limite Clément Jumel, ils ont poussé Daniel Fignolet vers le pouvoir, mais dans des démarches qui paraissent non seulement pas démocratiques, mais qui paraissent institutionnelles du tout. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Haïti. On est en train d'inventer des choses qui n'existent pas, qui n'existent nulle part ailleurs, et qui n'existent pas même en termes de tradition dans notre pays. Les acteurs politiques improvisent, et ils ne sont pas sincères à eux-mêmes, et ils ne sont pas sincères au pays. Donc, du coup, c'est évident à un moment de la durée, je pense que c'est la communauté internationale. La communauté internationale ne va pas pouvoir trancher. La communauté internationale va imposer sa loi. C'est bien malheureux pour Haïti, mais dans toute l'histoire d'Haïti, les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent aller chercher, aller fouiner dans les pages d'histoire. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent dans ce pays. En 1957, les circonstances qui ont favorisé l'émergence de François Duvalier au pouvoir sont presque identiques aux circonstances présentes. Et je dis à la il y a des gens qui pensaient que n'a pas aller vers un remaniement ministériel pour une question de gouvernement
d'unité nationale, tant que le Premier ministre a annoncé, en tout cas, les alliés du Premier ministre, les signataires d'accord du 21 décembre 2022, quoi dans ça, il y a des gens qui parlaient de constitution de CEP, il y a des gens qui parlaient de tout. Donc, d'autres possibilités de gouvernement pour élargir HCT. Comment comprendre ça vous-même? Moi, je pense que c'est une aberration de parler de l'élargissement du HCT. La première chose, parce que le HCT, si on voit son appellation, Haut Conseil de transition, je la voudrais dire ou sous-entendrais que le HCT allait avoir une responsabilité politique majeure. Or, le HCT, quand on voit ce qui se passe dans la réalité, a une responsabilité politique mineure. C'est-à-dire c'est comme un club de 3 personnes qu'on met. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Maniga. J'ai milité à Mme Maniga pendant un certain temps au sein du RDNP et jusqu'à aujourd'hui, on est resté, disons, amis. On peut parler au téléphone, on peut se voir même s'il le faut. Mais je pense que le gouvernement d'Ariel Henry n'a pas donné, ou tout au moins n'a pas trop bien défini le vrai pouvoir du HCT. Le HCT aurait dû avoir le pouvoir de mener, dans une certaine mesure, la transition politique. C'est-à-dire discuter avec les acteurs, regarder le processus électoral, et assurer tout le monde, etc. Malgré la présence du HCT, on sent que c'est le gouvernement qui agit politiquement et c'est le Premier ministre qui prend les décisions et le HCT est là juste pour soutenir ou peut-être pour faire, pour se présenter au grand public. Comme pour faire conseiller, un rôle d'écran. Bon, je ne vais même pas dire de conseiller parce qu'un Premier ministre a un cabinet. Donc si on a un haut conseil de transition et que ce haut conseil de transition n'a aucun pouvoir réel, donc disons que le HCT est là juste pour faire passer le temps, pour animer la galerie, pour plaisanter. Comment voyez-vous une ouverture gouvernementale ou bien un gouvernement d'unité nationale comme l'annonce l'accord du 21 décembre 2022, notamment le docteur Ariel Henry, le Premier ministre? Si ce gouvernement se donne pour objectif, et il n'y a pas que les objectifs écrits sur papier, c'est-à-dire les acteurs qui vont faire partie de ce gouvernement se donnent pour objectif d'aborder la question de l'insécurité en Haïti en ce moment, de voir comment on peut, dans la mesure du possible, faire le référendum, si on va aller vers le référendum comme beaucoup de monde le souhaite, si ça va donner aussi la possibilité pour qu'il y ait des élections impartiales dans le pays, des élections démocratiques dans le pays, sans qu'il y ait d'intervention étrangère, comme on a coutume de le voir par le passé, et sans qu'il y ait une influence du gouvernement dans le cadre des résultats finaux, c'est une bonne chose pour le pays. Donc j'accueille une telle nouvelle de gaieté de cœur. Mais connaissant les acteurs politiques haïtiens et avec une certaine connaissance de l'histoire, surtout de l'histoire récente, je reste perplexe, tout en espérant que les acteurs vont faire preuve de plus de maturité politique pour ne pas être considérés comme des mineurs, surtout par rapport à l'international. Vous avez une compréhension de la deuxième ronde, donc des discussions qui étaient faites mi-juillet en Haïti suite à sommet interhaïtien Jamaïque-là. Vous pensez qu'il y a quelque chose de durable, de solide qui va sortir en deuxième ronde de discussion, si à bien? Deuxième monde, troisième monde, quatrième monde, il peut y avoir beaucoup de rondes, si tu veux. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, ce qui nous intéresse au niveau de l'héritage 1804, et je pense ce qui intéresse le pays, c'est qu'à un moment de la durée qu'on trouve une approche gagnant-gagnante. Aujourd'hui, le gouvernement d'Ariel Henry et ceux-là qui supportent ce gouvernement, ils ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux. Aussi bien que ceux qui sont en opposition à Ariel Henry comme les protagonistes, ils doivent comprendre également qu'ils ne peuvent pas gagner eux aussi sur tous les tableaux. Donc il faut ramener le débat au centre et trouver un moyen pour que le pays retourne sur la voie démocratique en passant par les élections, en dotant bien sûr le pays de dirigeants légitimes, c'est-à-dire issus du suffrage universel et qui pourront avoir la responsabilité d'engager les grands défis qui entravent aujourd'hui l'avenir de la nation. Héritage 1804. Prêt pour l'élection? Pour l'instant, nous sommes un jeune parti, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous organiser, de nous institutionnaliser, de nous structurer. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous nous préparons pour les élections. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà prêts pour les élections. Il y a une différence entre se préparer pour quelque chose et être prêt pour quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts pour l'instant? Non. Est-ce que nous nous préparons pour les prochaines élections? Bien sûr que si. On reçoit
samedi prochain, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est une visite éclair. On a des attentes. Vous avez des attentes, avec surtout la demande du gouvernement d'une force multinationale, d'une force robuste pour aider à éradiquer l'insécurité et le banditisme dans le pays. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen d'attaquer le phénomène du banditisme en Haïti. C'est un phénomène qu'il faut attaquer maintenant. On est arrivé trop loin, donc on a quasiment franchi toutes les limites. Il faut trouver un moyen d'attaquer ça, de pallier à cette situation de façon conjoncturelle, mais de façon structurelle, ça ne peut pas être que policière, que militaire. De façon structurelle, ça doit avoir rapport avec une approche dans les politiques publiques liées à la santé, à l'éducation, au travail, à l'emploi, au crédit, et toutes ces choses-là. Donc je pense que le phénomène du banditisme en Haïti a des racines plus profondes que de simples jeunes dans les quartiers populeux qui ont des armes à feu, etc. C'est aussi un problème socio-économique grave et c'est aussi un problème greffé sur des intérêts politiques parce qu'on sait très bien que beaucoup d'acteurs ou certains acteurs politiques tirent les ficelles derrière les gangs, derrière les groupes de bandits qu'on connaît dans les quartiers populaires. On va devoir se revoir, Charles Jacquelin Junior, pour parler politique davantage. On sait que le parti est jeune, comme vous l'avez dit. Très jeune. Donc, le parti, c'est un bébé. C'est un parti à suivre, peut-être, et à construire, selon ce que vous avez dit. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, c'est à moi de remercier la radio-télé Métropole et, comme vous le savez déjà, dès lors que vous aurez besoin de moi, je suis disposé et disponible. Et voilà, Charles Jacquelin Junior, le président du parti Héritage 1804, qui était avec vous, donc à Métro News pour aujourd'hui. Et tout de suite, on continue avec le journal. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu ce samedi en Haïti. L'objectif de sa visite est de s'enquérir de l'état de la situation sociopolitique actuelle dans le pays afin de présenter un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement doit tenir compte de la fluctuation des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale pour réguler le marché local. Déclaration du syndicaliste Jacques Anderson de Roche. Il a fait remarquer du même coup que le prix du baril de pétrole est passé de 87 à 68 $ ces derniers jours sur le marché international. Les décaissements annuels de la Banque mondiale pour Haïti se sont effondrés cette année. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle sur le projet de performance du portefeuille de projets financés par l'institution, réunion tenue au début de cette semaine. Et c'est la fin de l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation et surtout bon week-end avec nous. Au revoir.